Vous l'avez sans doute déjà vu. Une photo en noir et blanc, d'une voiture de luxe ou d'un homme pensif en costume élégant. Et par-dessus, une citation de Marc Aurèle. La légende dit quelque chose comme « Sois le roc contre lequel les vagues se brisent ». Ça vous parle? C'est ça, le pseudo-stoïcisme dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui cloche avec ces sages modernes d'Instagram. Et je vous le promets, vous allez découvrir quelle est l'idée maîtresse du véritable stoïcisme, une idée qu'ils ne se contentent pas d'ignorer, mais qu'ils mettent carrément sens dessus dessous. Alors, commençons par le début. Le véritable stoïcisme est une philosophie grecque antique, fondée par Zénon de Kition. Elle a ensuite été développée par des géants de la pensée tels que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle lui-même. L'idée clé des stoïciens est d'une simplicité désarmante mais géniale. Il y a des choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions, nos actions, et il y en a d'autres que nous ne pouvons pas contrôler, la météo, l'opinion des autres, le passé. La sagesse, selon les stoïciens, consiste à concentrer toute notre énergie sur les premières et à accepter sereinement les secondes. Alors, la première et sans doute la plus pernicieuse des idées du pseudo-stoïcisme, c'est ce mythe selon lequel un stoïcien serait une personne au visage impassible. On vous dit « un malheur survient, gardez votre calme », on vous insulte, zéro réaction. Cette image d'une sorte de Terminator en costume-cravate est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Elle vend l'idée d'une maîtrise de soi de fer, où toute émotion est une faiblesse à éradiquer et à dissimuler à tout prix. Mais voici le paradoxe. Les vrais stoïciens n'ont jamais appelé à devenir des robots insensibles. Ils considéraient les émotions, ou, comme ils les appelaient, les passions, comme une part naturelle et inhérente à la nature humaine. C'est comme un voyant lumineux sur le tableau de bord de votre voiture. Le pseudo-stoïcien propose simplement d'arracher ce voyant pour qu'il ne vous dérange plus. Le problème existe, mais vous ne le voyez plus. C'est pratique, mais dangereux. Un vrai stoïcien, lui, regarde ce voyant et se demande « Bien, qu'est-ce que tu es en train de me signaler ?» La colère, la peur, la tristesse ne sont pas des ennemis, ce sont des informations sur nos jugements et notre perception du monde. Le stoïcisme enseigne non pas à réprimer la colère, mais à l'analyser, à se demander « Pourquoi suis-je en colère ? Cet événement mérite-t-il réellement que je m'énerve ? Ma réaction est-elle proportionnée et raisonnable ? » Vous saisissez la différence ? Ce n'est pas une suppression aveugle, mais une analyse consciente. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être l'esclave de ses sentiments. Une autre confusion fréquente, qui va de pair avec la suppression des émotions, consiste à prendre l'indifférence pour de la sérénité. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase que les pseudo-stoïciens prononcent avec une certaine fierté. « Je m'en fous de tout ». Ils y voient un signe de force et d'invulnérabilité, comme s'ils avaient atteint un tel niveau de détachement que plus rien ne pouvait les atteindre. Mais ce n'est pas du stoïcisme, c'est du simple nihilisme et de l'apathie. La véritable sérénité stoïcienne ou ataraxie, ce n'est pas de se moquer de tout, c'est la compréhension que s'inquiéter des choses que l'on ne peut pas contrôler est à la fois inutile et destructeur. Imaginez, il pleut alors que vous aviez besoin de soleil. Le pseudo-stoïcien dira « peu importe la pluie », cachant ainsi sa déception. Le véritable stoïcien, lui, pensera « il pleut, c'est un fait, je ne peux pas l'arrêter. Comment puis-je adapter mes plans ?» Il n'ignore pas la réalité et ne fait pas semblant que cela lui est égal. Il l'accepte. L'indifférence, c'est refuser d'interagir avec le monde. La sérénité du stoïcien, elle, est le résultat d'une compréhension profonde du monde et de sa place au sein de celui-ci. C'est un état d'esprit actif et non une négation passive. C'est une force née de la sagesse et non un masque cachant une faiblesse. Abordons à présent la manière dont le pseudo-stoïcisme a nourri le culte de la masculinité toxique. N'avez-vous pas remarqué à quel point cette philosophie est souvent présentée comme un guide pour devenir un vrai homme ? On y voit des images d'hommes austères, silencieux, qui ne sourient jamais. On leur apprend à être inébranlables, à ne jamais montrer de faiblesse, à ne pas demander d'aide. Les émotions, c'est une affaire de femmes et de faibles.
Un vrai homme doit être un roc. Point final. Et qu'obtient-on au final? Une recette pour l'isolement émotionnel. Fondamentalement, on interdit aux hommes d'être simplement humains. On leur interdit d'être vulnérables, de ressentir de l'empathie, de parler ouvertement de leurs problèmes. Toute forme de douceur ou de gentillesse est perçue comme une faiblesse. Au contraire, l'agressivité et la domination sont érigées en vertu. Mais le plus ironique, c'est que les vrais stoïciens étaient aux antipodes de cette image caricaturale. Marc Aurèle, dans ses Pensées, écrit avec tendresse sur sa famille et remercie ses maîtres. Sénèque consacre des traités entiers à l'amitié et à la miséricorde. Leur force ne résidait pas dans une rudesse extérieure, mais dans une force intérieure fondée sur la raison et la vertu. Ils aspiraient à la justice et à la sagesse, et non à l'image d'un mâle alpha. Le pseudo-stoïcisme moderne a simplement repris l'idée de résilience, en a évacué toute son essence humaine pour ne laisser qu'une coquille vide et froide. Un grand classique chez les pseudo-sages d'Instagram, c'est de justifier leur propre froideur. Vous avez sûrement déjà rencontré cette situation. Quelqu'un vous dit quelque chose de blessant, et face à votre réaction, il répond d'un air imperturbable « Je dis juste la vérité ». C'est de la franchise stoïque. Et voilà que la simple grossièreté et le manque de tact se muent en une prétendue vertu supérieure. Une telle personne croit sincèrement n'être ni grossière ni impolie, mais la messagère d'une vérité rude mais nécessaire. Elle se voit comme un chirurgien qui tranche dans le vif sans état d'âme. Mais elle oublie qu'un véritable chirurgien agit pour le bien de son patient, et non pour flatter son ego ou faire étalage de sa dextérité avec le scalpel. Le véritable stoïcisme n'a jamais été une licence pour la cruauté. Oui, les stoïciens valorisaient la vérité, mais ils la plaçaient dans le contexte des 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Avant de parler, un véritable stoïcien se demanderait « Est-ce juste ? Cela aidera-t-il la personne? Mon désir de dire la vérité n'est-il pas uniquement dicté par l'orgueil ?» Le pseudo-stoïcien, lui, utilise la vérité comme une matraque. Il frappe simplement avec, se délectant de sa prétendue honnêteté, et ne pense absolument pas aux conséquences. Voici un autre archétype très en vogue dans notre univers Instagram, le loup solitaire. Il ne compte que sur lui-même. Il ne fait confiance à personne et ne dépend de personne. Le monde est une jungle où seul le plus fort survit. Les autres ne sont pour lui que des concurrents ou des ressources. Et cette philosophie de l'égoïsme est souvent présentée sous le couvert du stoïcisme. Soi-disant, le vrai sage serait si autosuffisant qu'il n'aurait besoin de personne. Mais si nous nous penchons sur les écrits des vrais stoïciens, nous découvrons une réalité qui déconstruit complètement cette image. L'être humain, selon eux, est par nature un être social. De même qu'une abeille ne peut exister en dehors de sa ruche, l'homme ne peut réaliser sa vraie nature qu'au sein de la société. Il considérait que l'un des objectifs principaux d'une vie vertueuse était le service à la communauté, l'accomplissement de son devoir. Être un bon fils, un bon père, un bon ami, un bon citoyen, voilà ce qui était essentiel pour un stoïcien. L'empereur Marc Aurèle se rappelait constamment ses devoirs envers l'Empire romain. Épictète, ancien esclave, enseignait que nous sommes tous des acteurs dans la pièce divine et notre tâche est de bien jouer notre rôle quel qu'il soit. Ils furent les premiers cosmopolites, se considérant citoyens non pas d'une seule cité, mais du monde entier. Ainsi, tandis que le pseudo-stoïcien érige une forteresse autour de lui pour s'isoler du monde, le vrai stoïcien réfléchit à la manière de rendre ce monde meilleur pour tous. Bien sûr, impossible d'évoquer le pseudo-stoïcisme sans parler de ces citations sorties de leur contexte. C'est leur principal outil. Ils prennent une pensée profonde et nuancée d'un grand philosophe, en extraient quelques lignes et les plaquent ensuite sur une image de voiture de luxe ou de lion. Au final, la citation en vient à servir des objectifs totalement contraires à l'intention de son auteur. Prenons l'exemple de cette célèbre phrase d'Épictète « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Dans l'insta-stoïcisme, on l'interprète ainsi « On t'a blessé, c'est ton problème, change simplement ton point de vue. » Cela sert à dévaloriser les sentiments d'autrui et à rejeter la responsabilité. En gros, si tu te sens mal,
c'est de ta faute, car tu as choisi de penser ainsi. » Mais Épictète parlait de toute autre chose. Il nous enseignait à prendre la responsabilité de ce que nous pouvons contrôler, nos jugements. Il n'appelait pas à l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Il s'agissait d'un travail sur soi, un outil d'analyse interne, pas une arme pour attaquer les autres. Les pseudo-stoïciens transforment des outils psychologiques subtils en slogans grossiers. Ils prennent la sagesse, la vident de sa complexité et de ses nuances et obtiennent un produit pratique mais absolument inutile, voire parfois nuisible. Abordons maintenant un sujet qui révèle l'absurdité flagrante du pseudo-stoïcisme, son obsession pour la réussite matérielle. Qu'est-ce que cela a à voir avec une philosophie qui enseignait de mépriser la richesse, la gloire et le statut social? Les stoïciens, après tout, jugeaient ces choses indifférentes, sans aucun impact sur le vrai bonheur et la vertu. Un sage pouvait être aussi bien empereur qu'esclave. Sa vertu en restait inaltérée. Mais jetez un œil aux fils d'actualité des instastoïciens. Qui voit-on? Des montres de luxe, des voitures tape à l'œil, des corps sculptés par le fitness, des projets d'entreprise couronnés de succès. Le stoïcisme est soudainement devenu un simple outil pour atteindre des biens matériels. Il s'est mué en un système de coaching motivationnel pour qui rêve de devenir millionnaire, d'avoir un corps parfait ou d'être imbattable en négociation. Les citations de Marc Aurèle, un homme qui prônait la modestie et luttait sans cesse contre les tentations du pouvoir, sont aujourd'hui détournées pour vous inciter à acheter le dernier iPhone ou un stage de développement personnel hors de prix. C'est une totale inversion des valeurs stoïciennes. Les vrais stoïciens enseignaient que richesse et pauvreté étaient tout aussi insignifiantes pour l'équilibre intérieur. Les pseudo-stoïciens, eux, vous martèlent. Soyez stoïque et vous serez riche. Ce n'est pas une simple déformation, c'est un renversement total de toute la philosophie, une perversion de son essence même. Un autre conseil, incroyablement populaire mais terriblement nocif, découlant de cette philosophie, est la phrase « Sois juste fort ». Ça sonne bien, ça paraît encourageant, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est l'un des conseils les plus toxiques que l'on puisse donner à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Quand on vous dit « Sois juste fort », on minimise en fait vos souffrances et vos émotions. Imaginez-vous avec une jambe cassée et qu'on vous dise « Sois juste fort » et continue d'avancer. Absurde, n'est-ce pas? C'est exactement la même absurdité qui se produit lorsqu'il s'agit de la douleur émotionnelle ou psychologique. Cette phrase n'offre aucune solution réelle. Elle ne donne pas les outils nécessaires pour faire face aux problèmes. Elle vous confronte simplement à une tâche irréalisable et vous fait sentir coupable si vous n'y parvenez pas. Cela crée l'idée fausse que tout problème n'est qu'une question de volonté. Et si vous vous sentez mal, cela voudrait dire que vous n'êtes tout simplement pas assez fort. Une telle approche empêche les gens de reconnaître leur vulnérabilité, les empêche de demander de l'aide à leurs amis, à leur famille ou à des professionnels. Le véritable stoïcisme n'enseigne pas seulement à être fort, mais à être sage. Et la sagesse, parfois, consiste à reconnaître ses faiblesses et à trouver les bonnes stratégies pour les surmonter, au lieu de simplement faire semblant qu'elles n'existent pas. Forcément, une version aussi populaire et simplifiée de la philosophie ne pouvait que devenir une marchandise. Et nous assistons à l'essor de la commercialisation de la sagesse. L'ancienne philosophie, qui était un mode de vie, une pratique exigeant des années d'études et de réflexion, s'est transformée en un produit de supermarché. D'innombrables cours, marathons et livres aux titres accrocheurs ont vu le jour, tels que « Devenez stoïcien en 21 jours » ou « Les secrets des stoïciens pour une entreprise prospère ». On vous propose d'acheter la sagesse en gros et au détail. Moyennant une certaine somme, on vous promet une pensée stoïque, une sérénité inébranlable et un self-control impérial. La philosophie devient du fast-food, rapide, pratique, joliment emballé, mais à l'intérieur zéro nutriment. Ce n'est plus un chemin vers la vertu, mais juste un outil de plus dans l'arsenal du succès à tout prix. Le problème, c'est que le stoïcisme n'est pas un ensemble d'astuces que l'on peut maîtriser en 3 webinaires. C'est un système holistique d'éthique, de logique et de physique.
c'est un travail quotidien et minutieux sur soi-même, sur ses jugements, sur ses réactions. C'est un processus qui dure toute une vie. Quant au pseudo-stoïcisme commercial, il vend l'illusion d'un résultat rapide, en promettant que vous pouvez acheter un billet pour le royaume de la sagesse, au lieu d'y aller à pied, pas à pas. Vient ensuite une distinction subtile, mais capitale, souvent mal interprétée, la confusion entre l'acceptation et le fatalisme. Les stoïciens disaient « accepte ce que tu ne peux pas changer ». C'est l'un des piliers de leur philosophie. Mais les pseudo-stoïciens l'entendent souvent comme « ne fais rien puisque tout est déjà écrit ». Au final, ce qui était une philosophie d'action se transforme en philosophie de passivité. Face aux difficultés, une personne baisse simplement les bras et dit « c'est le destin, j'accepte cela stoïquement ». Licencié, le destin. Relation difficile, le destin. Elle oublie que le stoïcisme divise le monde en deux catégories, ce que nous contrôlons et ce qui nous échappe. Le destin, c'est ce qui est hors de notre contrôle, mais nos réactions, nos actions, nos efforts sont entièrement en notre pouvoir. Un vrai stoïcien, s'il perdait son emploi, dirait « Le fait d'avoir été licencié, je ne peux pas le changer. C'est hors de mon contrôle, mais je peux contrôler la façon dont j'y réagis. Je peux commencer à chercher un nouvel emploi, je peux acquérir de nouvelles compétences, je peux analyser mes erreurs. » Pour lui, l'acceptation est un point de départ pour l'action et non une ligne d'arrivée. Le pseudo-stoïcien, quant à lui, utilise l'acceptation comme une excuse à l'inaction. Il devient un fataliste qui se contente de se laisser porter par le courant, oubliant qu'il a des rames. La prochaine étape logique de ce processus, c'est le développement d'une froideur et d'un manque total d'empathie. En se persuadant que les émotions et les problèmes d'autrui sont hors de leur contrôle, les pseudo-stoïciens en viennent à considérer la compassion comme une faiblesse. Pourquoi s'inquiéter pour un ami en difficulté? Après tout, ce sont ses problèmes, pas les miens. Pourquoi aider quelqu'un, quand chacun est censé être forte et se débrouiller seul? C'est ainsi que se forge une philosophie de l'égoïsme bien commode. L'empathie, la bienveillance et la miséricorde, toutes ces qualités sont déclarées comme des passions irrationnelles dont le sage doit se libérer. Au final, l'individu érige autour de lui un mur de glace, qu'il prend pour la forteresse de sa sagesse. Il cesse d'être un membre à part entière de la communauté humaine pour devenir un simple observateur, qui contemple de haut les êtres agités et trop émotifs. Mais il oublie que Sénèque a consacré des traités entiers à la clémence. Il oublie que Marc Aurèle se rappelait constamment l'impératif d'être indulgent face aux erreurs d'autrui. Les véritables stoïciens, eux, comprenaient que l'homme est un être social et que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais bien le ciment qui unit la société. Le pseudo-stoïcien, en quête d'une invulnérabilité illusoire, se prive ainsi de l'une des plus essentielles qualités humaines. Il ne devient pas un sage, mais un être solitaire et insensible tout simplement. Une autre dérive dangereuse des idées concerne la notion d'autosuffisance. Dans la philosophie stoïcienne originelle, c'est un concept magnifique. Elle enseigne que pour atteindre le vrai bonheur et la vertu, l'être humain n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même. Ni la richesse, ni la gloire, ni l'approbation d'autrui ne peuvent le rendre véritablement heureux ou malheureux. Tout le nécessaire réside en lui-même, dans son esprit et sa capacité à faire les bons choix. Mais entre les mains des gourous d'Instagram, cette idée est dévoyée à l'extrême. L'autosuffisance se transforme en égocentrisme. La phrase « je n'ai besoin de personne pour être heureux » devient un mantra. Les relations avec autrui sont perçues comme un fardeau, une menace potentielle à la paix intérieure. L'amitié, l'amour, la famille, tout cela devient secondaire, quelque chose dont on peut facilement se passer au nom de sa prétendue indépendance. Au final, on obtient le portrait d'un individu qui s'est tellement replié sur lui-même qu'il n'a effectivement plus besoin de personne. Mais ce n'est pas une force, c'est une tragédie. Les vrais stoïciens, bien qu'autosuffisants, n'étaient pas des ermites. Ils valorisaient l'amitié, aimaient leur famille et servaient la société. Leur autosuffisance était un fondement qui leur permettait de bâtir des relations saines avec le monde, et non un mur qui les en isolait. Le pseudo-stoïcien, lui, construit un mur et se retrouve finalement seul face à sa force illusoire.
dans une pièce vide. Au fond de toutes ces problématiques, il y a bien sûr une simplification absolument déconcertante. Imaginez un mécanisme d'horlogerie complexe doté de centaines de rouages, de ressorts et de balanciers, fruit du travail des plus grands maîtres à travers les siècles. Maintenant, imaginez que quelqu'un prenne ce mécanisme, en jette 99% des pièces, ne conserve que les 2 plus grands rouages et déclare « Voilà, c'est une montre. Il suffit de la faire tourner. » C'est à peu près ce qui s'est passé avec le stoïcisme, cette philosophie complexe et multidimensionnelle, mêlant éthique, logique et physique, que les penseurs ont étudiée et pratiquée des années durant, a été réduite à 5 ou 7 règles simplistes destinées aux publications sur les réseaux sociaux. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler, vivez l'instant présent, souvenez-vous de la mort. Ces préceptes sont, certes, importants, mais coupés de leur contexte global, ils perdent toute leur profondeur et se muent en simples slogans creux. C'est un peu comme tenter de saisir toute la complexité du roman Guerre et paix en se contentant d'un résumé de 2 pages. On croit en connaître l'intrigue, mais on passe à côté de toute la psychologie, de toutes les nuances, de tout le génie de l'auteur. Le pseudo-stoïcisme nous offre précisément ce genre de survol superficiel. Il propose des réponses faciles à des questions complexes, créant une illusion de compréhension. Or, cette illusion nous empêche d'entreprendre un véritable voyage et de découvrir une philosophie authentique, profonde et réellement transformatrice. Parfois, le pseudo-stoïcisme devient bien plus qu'une simple philosophie. Il se transforme en véritable arme dans un débat. Une personne s'étant imprégnée de formules chocs et de procédés logiques, les utilise non pour son propre développement, mais pour dominer son interlocuteur. Elle adopte la posture d'un sage imperturbable, planant au-dessus de la mêlée émotionnelle. Tout argument de votre part, empreint d'émotion, il le balaye d'un revers de main en rétorquant « ce n'est là que ton jugement, pas la réalité ». Il vous reproche votre irrationalité, vous accusant de vous laisser emporter par les passions. Il peut également appliquer la soi-disant dichotomie stoïcienne du contrôle pour dévaloriser vos ressentis. Tu t'inquiètes pour des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est illogique. En fin de compte, une simple discussion se mue en un jeu psychologique. Le but de cet individu n'est pas de trouver la vérité, mais d'affirmer sa supériorité. Il utilise la philosophie comme un bouclier pour masquer sa propre insécurité et comme une épée pour donner à son adversaire l'impression d'être stupide et émotionnellement instable. Cela contredit absolument l'esprit du stoïcisme, qui voyait le dialogue et la logique comme des outils pour une recherche commune de la vérité, et non comme un moyen d'humilier autrui et de s'affirmer à ses dépens. Une autre erreur fondamentale est de créer l'illusion d'un contrôle absolu sur son existence. Ces pseudo-stoïciens se concentrent tellement sur la première partie du célèbre principe « contrôle ce que tu peux contrôler » qu'ils en oublient presque complètement la seconde, non moins essentielle, et acceptent ce que tu ne peux pas contrôler. Dans leur univers, presque tout est maîtrisable si l'on est suffisamment aguerri. Ils bâtissent l'image d'un surhomme capable par la seule force de sa pensée et de sa volonté de façonner sa propre réalité. Les maladies, les échecs, les crises économiques et même la mort, tout cela est présenté comme des défis que le stoïcien au mental d'acier se doit de surmonter. Et si l'on échoue, c'est que l'on n'a pas fait suffisamment d'efforts, que l'on manquait de discipline. Cela engendre un immense sentiment de culpabilité et d'anxiété. L'individu en vient à croire qu'il est responsable d'absolument tout ce qui arrive dans sa vie. Mais ce n'est pas le cas. La vie est faite de contingences, de chaos et de choses qui nous échappent totalement. La véritable sagesse stoïcienne ne consiste pas à tenter de contrôler l'incontrôlable, mais à trouver la force et la dignité de l'accepter. Reconnaître ses limites, ce n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de réalisme et d'humilité que le pseudo-stoïcisme ignore totalement. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, qui a quasiment disparu de sa version populaire, est l'injonction « vivre en accord avec la nature ». En l'entendant, l'homme moderne s'imagine probablement des promenades en forêt ou une vie loin des villes. Pourtant, pour les stoïciens, cette notion revêtait un sens bien plus profond. Pour eux, la nature désignait premièrement un cosmos intelligent et ordonné.
Vivre en accord avec cela, c'est comprendre les lois de l'univers et sa propre place en son sein. Deuxièmement, et c'est là le point crucial, il faisait référence à la nature humaine. Et quelle est notre nature? Nous sommes des êtres rationnels et sociaux. Par conséquent, vivre en accord avec la nature, cela signifie user de sa raison pour atteindre la vertu et vivre en harmonie avec les autres, en accomplissant son devoir social. Le pseudo-stoïcisme ignore complètement cet aspect. Il met l'accent sur la réussite individuelle, la construction d'une forteresse personnelle, l'isolement. Il oublie que pour un véritable stoïcien, être humain signifie être partie intégrante de l'humanité. La vertu ne peut être égoïste. Elle se manifeste dans nos relations avec autrui par la justice, la bienveillance, l'honnêteté. En ignorant ce principe fondamental, le pseudo-stoïcisme arrache le cœur de la philosophie, ne laissant qu'un squelette de règles d'autocontrôle. Un autre bastion farouchement défendu par les adeptes du stoïcisme de façade, c'est stoïcien des réseaux sociaux et le rejet total de la vulnérabilité. Dans leur vision du monde, la vulnérabilité est synonyme de faiblesse. Avouer ses erreurs, demander de l'aide ou encore montrer ses vrais sentiments, autant de manifestations d'un caractère jugé indigne du véritable sage. Le stoïcien se doit d'être une forteresse imprenable, toujours fort, toujours sûr de lui, toujours dans son bon droit. Mais si l'on se penche sur les écrits personnels d'un véritable stoïcien, on découvre une toute autre réalité. Marc Aurèle, dans ses Méditations, analyse constamment ses propres défauts. Il doute, il lutte contre ses faiblesses. Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, évoque la peur de la mort, l'amertume de la perte et ses propres erreurs. Il ne se pose pas en surhomme. Au contraire, il reconnaît sa fragilité humaine. C'est précisément là que réside la véritable force. La force, ce n'est pas de faire semblant d'être invulnérable. La force, c'est de connaître ses points faibles et de travailler à les surmonter. La force, c'est d'avoir le courage d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Le pseudo-stoïcisme nous propose de porter un masque d'invincibilité. Le véritable stoïcisme, lui, nous enseigne à avoir le courage de retirer ce masque et d'accepter ce que l'on est, imparfait, vulnérable, mais aspirant toujours à s'améliorer. C'est ici que réside la distinction fondamentale. Pour le pseudo-sage des réseaux sociaux, le stoïcisme est un nom, c'est une étiquette que l'on s'impose. Je suis stoïcien. C'est une image, un masque élégant que l'on arbore pour une photo sur les réseaux sociaux. Il pose avec un livre érudit, publie une citation, et pour la journée, sa dose de stoïcisme est prise. Mais pour le véritable philosophe, le stoïcisme est un verbe. C'est une pratique quotidienne de chaque instant. On ne peut pas simplement être stoïcien, on ne peut que pratiquer le stoïcisme. C'est comme la différence entre celui qui s'achète une tenue de sport coûteuse et prend des selfies à la salle et le véritable athlète qui, chaque jour, par tous les temps, part s'entraîner. La vraie pratique, ce sont les méditations matinales sur la journée à venir. C'est l'analyse de ses actions le soir. Où ai-je agi de manière déraisonnable? Où me suis-je laissé emporter par la colère? Où aurais-je pu faire preuve de plus d'empathie? C'est l'observation constante de ses pensées dans les embouteillages, dans une file d'attente, lors d'une discussion houleuse avec son chef. C'est un travail intérieur complexe, pas toujours agréable, que personne ne voit. Le pseudo-stoïcisme, c'est une belle vitrine. Le vrai stoïcisme, c'est ce qui se passe dans l'atelier, derrière cette vitrine. Et cela nous mène au cœur même de la philosophie, à une notion que les pseudo-stoïciens ont déformée au point de la rendre méconnaissable, celle de la vertu. Demandez à un gourou Instagram ce qu'est la vertu, et il vous décrira probablement une image, être cool, inébranlable, performant, imperméable aux émotions. Pour lui, la vertu est un ensemble d'attributs extérieurs de force et de domination. Mais, pour les véritables stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. Et elle se compose de 4 qualités fondamentales. La première est la sagesse, la capacité de distinguer ce qui est réellement bon de ce qui est mauvais et de ce qui est indifférent. La deuxième, la justice, l'honnêteté, la bienveillance et l'accomplissement de ses devoirs envers autrui. La troisième, le courage, la capacité d'agir correctement face au danger, à la douleur ou à la peur,
en se basant sur la raison plutôt que sur la témérité. Et la quatrième, la tempérance, la maîtrise de soi, la capacité de désirer et d'agir avec mesure en évitant les extrêmes. Voyez-vous l'abîme? Le pseudo-stoïcisme enseigne comment construire un ego fort. Le véritable stoïcisme enseigne comment forger un caractère vertueux. Il ne s'agit pas d'être cool, il s'agit d'être une bonne personne, sage, juste, courageuse et tempérante. Et ça change absolument tout. Enfin, nous en arrivons à l'erreur capitale et fondamentale, celle dont découlent toutes les autres. Le pseudo-stoïcisme est une philosophie d'isolement. Chacune des idées que nous avons examinées, de la suppression des émotions à l'égocentrisme, vise un seul et même objectif, ériger une barrière entre l'individu et le monde, créer une forteresse imprenable dans laquelle on peut s'abriter des tempêtes de la vie, des autres et de ses propres sentiments. Cette image du guerrier solitaire qui fait face à un monde hostile est le leitmotiv de l'insta-stoïcisme. Il enseigne à se détacher, à s'isoler, à se replier sur soi-même. Il dit « Tu es une île ». Et c'est là que réside sa plus grande et tragique supercherie. Car la véritable philosophie stoïcienne enseignait tout le contraire. Et ce qu'ils plaçaient au cœur de leur enseignement, les sages modernes ne se contentent pas d'ignorer. Ils le craignent. Et maintenant, le moment le plus crucial et le plus surprenant qui vient bouleverser toute la conception du stoïcisme Instagram. Les pseudo-stoïciens bâtissent leur philosophie sur l'idée de détachement, d'égoïsme et l'image d'un guerrier solitaire qui affronte le monde. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que le vrai stoïcisme est en réalité une philosophie de l'amour? Oui, vous avez bien entendu. L'une des notions centrales du stoïcisme, dont on parle presque jamais dans les publications populaires, est le keiosis. On peut le traduire par affiliation ou parenté. Les stoïciens croyaient que l'être humain est, par nature, un être social. Ils représentaient l'humanité sous forme de cercles concentriques. Au centre, vous-même, puis votre famille, ensuite vos amis, vos concitoyens, et ainsi de suite jusqu'au cercle le plus vaste qui englobe toute l'humanité. Et la tâche du sage est d'étendre sa sollicitude et son amour du centre vers ces cercles extérieurs, jusqu'à ressentir une parenté avec tous les êtres humains de la planète. Vous comprenez l'ampleur du revirement? La philosophie qu'on nous vend aujourd'hui comme un hymne à l'individualisme extrême est en réalité une doctrine de la connexion universelle, de l'empathie et du devoir envers l'humanité. Le vrai stoïcien n'est pas un roc froid, mais un citoyen du monde qui aspire à rendre ce monde meilleur. Alors, la prochaine fois que vous verrez une citation de Marc Aurèle sur fond de voiture de sport, souvenez-vous simplement, le vrai stoïcisme, ce n'est pas se barricader du monde derrière un mur d'indifférence. C'est bâtir des ponts vers les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, ou si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. Et maintenant, une question pour vous. Partagez en commentaire le conseil stoïque le plus étrange ou absurde que vous ayez rencontré en ligne. Discutons-en ensemble.